L'avocat de mes parents pensait qu'il prononçait une condamnation à mort pour ma dignité lorsqu'il a glissé ce seul dossier de Manille sur la table en acajou. 2 ans de silence absolu. 2 ans à être effacé, calomnié et étiqueté mentalement instable par ma propre chair et mon sang. Et tout se résumait à un seul morceau de papier. L'avocat s'est assis en arrière, l'expression grave, attendant que je m'effondre ou que je mendie. Mais alors que mes yeux scrutaient les termes juridiques, un son s'échappa de ma gorge auquel il ne s'attendait certainement pas. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai éclaté de rire si fort que l'avocat a sauté sur son siège, son visage pâlissant, alors qu'il demandait nerveusement si j'allais bien. Il pensait qu'ils avaient enfin trouvé un moyen de me détruire, mais ils venaient de me donner la victoire ultime. Suivez mon histoire jusqu'à la fin pour voir comment les tables ont tourné. Je m'appelle Chloé, et à 26 ans, j'ai finalement appris que le sang ne fait pas de vous une famille. Cela vous rend simplement liés. Aussi loin que je me souvienne, mon ménage fonctionnait selon une règle stricte non écrite. Ma sœur, Vanessa, était une princesse royale qui ne pouvait pas faire de mal, et j'étais la travailleuse saisonnière qui n'existait que pour servir sa cour. Si Vanessa voulait la plus grande chambre, c'était la sienne. Si elle a écrasé sa voiture, nos parents lui ont acheté une berline de luxe, flambant neuve, le lendemain matin, tout en blâmant les feux de circulation. Mais mon point de rupture, le moment où l'illusion s'est complètement brisée, s'est produit le jour de mon diplôme universitaire. J'avais travaillé tard le soir pendant 4 années consécutives pour obtenir le meilleur diplôme de ma classe avec un diplôme en finance. Le matin de la cérémonie, ma casquette et ma robe ont été pressées et 2 sièges ont été réservés à mes parents. 1 heure avant l'événement, ma mère m'a appelée. Sa voix ne portait pas une once de regret alors qu'elle disait « Chloé, chérie, on ne peut pas y arriver. Vanessa a oublié de réserver son vol pour son week-end à Cabo. Alors ton père et moi devons la conduire à l'aéroport à 3 heures de route. » Ils ont sauté la plus grande étape de ma jeune vie pour servir de service de navette aéroport pour les vacances de ma sœur. Quand j'ai rencontré Mark, un ingénieur en mécanique brillant et travailleur qui m'aimait exactement pour qui j'étais, j'ai pensé que mes parents pourraient enfin montrer un peu de respect. Au lieu de cela, lors de notre premier dîner en famille, mon père a regardé les antécédents modestes de Mark et l'a ouvertement qualifié de déclassement financier, affirmant que je jetais ma vie sur un paysan. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai regardé mes parents, j'ai regardé le sourire béat de Vanessa et j'ai réalisé que j'avais complètement terminé. Ce dîner était le moment exact où je me suis choisie plutôt que les gens qui étaient censés m'aimer. J'ai pris la main de Mark, je suis sortie de ce restaurant et j'ai bloqué chacun de leurs numéros de téléphone avant même d'atteindre la voiture. Je suis allée complètement sans contact. Pas de texte, pas de visites de vacances, pas de mise à jour de la vie. J'avais besoin de paix, et plus que cela, j'avais besoin de protéger mon nouveau mariage de leur poison. Mais mes parents et Vanessa ne pouvaient pas supporter de perdre le contrôle de moi. Pour justifier ma disparition soudaine au reste du monde, ils ont lancé une campagne de diffamation vicieuse et calculée. En quelques semaines, des rumeurs ont commencé à me parvenir par l'intermédiaire de cousins éloignés et de vieux amis d'enfance. Ma mère avait appelé tout le monde dans notre cercle social élargi, pleurant des larmes de qualité professionnelle, affirmant que j'avais souffert d'une grave dépression émotionnelle. Ils ont dit aux tantes, aux oncles et même à nos vieux voisins que j'étais devenue mentalement instable, complètement détachée de la réalité, et que Mark était un manipulateur opportuniste qui me tenait en otage de ma famille aimante. C'était une masterclass sur la guerre psychologique. Ils se sont peints comme les parents en deuil et au cœur brisé face à une fille folle, tout cela pour protéger leur image publique sans faille. Pendant 2 longues années, le silence de ma faim était absolu, mais le poids émotionnel était stupéfiant. Chaque jour férié qui passait me rappelait que ma propre chair et mon sang préféraient détruire ma réputation plutôt que de se regarder dans le miroir et d'admettre leur propre cruauté. J'ai passé 24 mois à construire une belle vie tranquille avec Mark, ignorant complètement que leurs mensonges étaient sur le point de les rattraper. 2 ans de silence absolu peuvent faire des merveilles pour votre tranquillité d'esprit. Mark et moi avions construit une vie stable et prospère,
et le souvenir du comportement toxique de ma famille avait finalement commencé à s'estomper en bruit de fond. Mais ensuite, un mardi matin pluvieux, la barrière que j'avais construite entre mon passé et mon présent a été violemment brisée. J'ai reçu une livraison officielle à mon bureau, une assignation légale d'un avocat de défense d'entreprise de haut niveau nommé Arthur Vance. La lettre indiquait, en termes froids et non négociables, qu'il représentait mon père et nécessitait une réunion urgente en personne concernant un document successoral critique qui exigeait ma signature immédiate. L'anxiété m'a frappée comme un coup physique. Après 24 mois de mort pour eux, pourquoi un avocat d'entreprise me traquait-il soudainement? Mon esprit a couru à travers toutes les terribles possibilités. Essayait-il de me poursuivre en justice? Essayait-il de m'enfermer légalement en utilisant le récit mentalement instable qu'ils avaient passé des années à diffuser? Le lendemain, mes genoux tremblaient alors que j'entrais dans le cabinet d'avocat froid et intimidant du centre-ville. Le bureau était un monument au vieil argent et au pouvoir non gagné, rempli d'acajou polis et de baies vitrées donnant sur la ville. C'était exactement le genre d'endroit que mon père utilisait pour fléchir ses muscles financiers. Arthur Vance était assis derrière son immense bureau, son expression grave et illisible. Il n'a pas offert de salut chaleureux ni de condoléances pour les 2 années perdues. Au lieu de cela, il m'a simplement regardé, a glissé un seul gros dossier de manille sur la surface en bois lisse et a dit « Ton père était très clair à ce sujet, Chloé. Tu dois signer ça aujourd'hui. » Le silence dans cette pièce était assez lourd pour écraser une version plus faible de moi. J'ai regardé le dossier pendant un long moment avant de finalement sortir le seul document caché à l'intérieur. Je m'attendais à un procès, une ordonnance restrictive ou peut-être une manœuvre juridique cruelle pour me dépouiller officiellement de mon nom de famille. Mais alors que mes yeux scrutaient le jargon juridique, la vraie histoire a commencé à se dérouler entre les lignes. Ce n'était pas une attaque. C'était une capitulation désespérée et déguisée. Le document était une clause de libération conditionnelle de l'héritage et de prise en charge de la dette. Au fur et à mesure que je lisais, les pièces du puzzle se sont mises en place. Au cours des 2 dernières années, mon père avait cédé le contrôle opérationnel complet de son entreprise de logistique de plusieurs millions de dollars à son enfant en or, Vanessa. Comme on pouvait s'y attendre, sa gestion imprudente, ses dépenses personnelles somptueuses sur la carte de crédit de l'entreprise et son manque absolu de sens des affaires avaient conduit l'Empire droit dans un mur de briques. Ils étaient confrontés à des défaillances catastrophiques de la chaîne d'approvisionnement et à une saisie bancaire massive imminente. Parce que j'étais toujours légalement répertoriée comme actionnaire minoritaire fondateur à partir d'un compte que mon grand-père avait ouvert pour moi quand j'étais enfant, la banque a refusé d'approuver un prêt de sauvetage d'entreprise d'urgence sans ma signature explicite. Mes parents se noyaient dans des millions de dollars de dettes toxiques et parce qu'ils avaient ruiné leur propre crédit, ils avaient désespérément besoin de mon dossier financier vierge et de ma signature pour se sauver de la faillite totale. Le document stipulait essentiellement que si je cédais mes droits et assumais la corresponsabilité du nouveau prêt d'entreprise, il me promettrait une infime fraction insultante de l'héritage futur une fois le récupéré. Ils étaient entièrement piégés par leur propre arrogance et je détenais la seule clé de leur survie. L'absurdité absolue de la situation m'a frappé d'un seul coup. J'ai lu le dernier paragraphe et un bruit s'est échappé de ma gorge qui a complètement brisé la dignité tranquille de ce siège social. J'ai éclaté de rire. Ce n'était pas un rire poli, c'était un rire bruyant, résonnant et incontrôlable qui venait directement de mon estomac. L'avocat, Arthur Vance, se figea. Il s'assit sur sa chaise en cuir, son visage se tordant dans un mélange de choc et de pure perplexité. Il s'éclaircit nerveusement la gorge, ajusta ses lunettes et demanda « Chloé, ça va? Comprenez-vous la gravité de ce que vous lisez? » J'essuyais une larme de mon œil, me penchai en avant et le regardai mort en face. « Oh, je comprends parfaitement, Monsieur Vance, » dis-je, ma voix dégoulinant d'ironie absolue. Pendant 2 ans, mes parents ont dit à tous ceux qui voulaient écouter que j'étais complètement fou et mentalement instable. Et maintenant,
Tout leur empire de plusieurs millions de dollars s'effondre à cause de leur enfant préféré. Et vers qui rampent-ils? Ils envoient un avocat hors de prix pour mendier la signature de leur fille folle. L'avocat a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Sa façade confiante et intimidante s'est complètement dissoute lorsqu'il a réalisé que je n'étais pas la fille faible et désespérée que mon père lui avait décrite. La panique derrière cette réunion urgente est devenue limpide. Il ne voulait pas me ramener dans la famille. Il voulait m'utiliser comme bouclier humain pour absorber leur ruine financière. Ils pensaient pouvoir manipuler ma culpabilité, mais leur cupidité les avait finalement rendus stupides. L'avocat était assis figé alors que je glissais le document non signé sur la table en acajou. Il s'attendait à ce que je me déconnecte par peur ou que je parte en colère, mais ils ont complètement oublié que j'étais le meilleur de ma classe en finance. Je n'allais pas simplement m'éloigner et les laisser trouver une autre échappatoire. Grâce aux compétences techniques pointues de Mark, nous avions passé les 2 dernières années à surveiller tranquillement les registres financiers publics et je savais exactement à quel point l'entreprise de mon père avait sombré. Dis à mon père que je rejette entièrement ce contrat, dis-je en me penchant en arrière avec un sourire calme. Mais pendant que vous y êtes, rappelez-lui les statuts constitutifs établis par mon grand-père lors de la création de l'entreprise. Arthur Vance se déplaça inconfortablement, la couleur s'écoulant de son visage lorsqu'il réalisa que je connaissais les règles mieux que lui.